La Troisième République est, pour l'instant, la République qui a connu la plus longue durée de vie. Elle est proclamée le 4 septembre 1870 suite à la défaite de Sedan et s'achève 70 ans plus tard en 1940. La Troisième République est un régime démocratique. En effet, il existe une séparation des pouvoirs et le suffrage universel masculin est maintenu. De plus, c'est un régime parlementaire, dans la mesure où le président de la République est élu par les instances qui incarnent le pouvoir législatif, le Sénat et la Chambre des députés. Ces deux chambres ont la possibilité de renverser le gouvernement. Une succession de lois votées sous la Troisième République et s'appuyant sur les principes de la Révolution française permettent le développement des libertés. Elles se fondent sur la liberté de pensée, d'expression et de communication. Il s'agit de la liberté de presse en 1881, la liberté syndicale en 1884 et la liberté d'association en 1901. Le service militaire obligatoire pour tous les citoyens français âgés de 20 à 40 ans est mis en place dès 1871. Cette réforme est décidée en réaction de la défaite de Sedan, ainsi que du besoin de fédérer les Français autour du nouveau régime républicain. Jusqu'en 1889, un tirage au sort détermine la durée de ce service militaire qui peut durer jusqu'à 5 ans. De 1889 à 1905, des réformes sont introduites afin d'instaurer une meilleure égalité entre les citoyens, comme la fin du tirage au sort et une durée de service identique pour tous. Avec l'accroissement des tensions à la veille de la Première Guerre mondiale, le service militaire est porté à 3 ans. Au travers des lois de 1881 et de 1882, Jules Ferry met en place l'école gratuite, laïque et obligatoire pour les deux sexes de 6 ans à 13 ans. Désormais, l'instruction religieuse est à la charge des familles en dehors du temps scolaire. Celle-ci est remplacée à l'école par des cours de morale. Le nouveau dieu des écoliers, la République. L'instruction est indispensable dans le cadre d'un élargissement du corps électoral mis en place par l'introduction du suffrage universel masculin de 1848. Les citoyens doivent pouvoir décider en conscience, sans l'influence du clergé, considéré comme l'ennemi du régime républicain. La loi de séparation des églises et de l'État, signée en 1905, ne vise pas spécifiquement la religion catholique, mais l'ensemble des religions. C'en est fini du concordat signé sous le consulat de Napoléon Bonaparte en 1801. La laïcité se caractérise par la liberté de conscience et la liberté de culte. De même, l'État respecte une stricte neutralité vis-à-vis de l'ensemble des religions. Enfin, tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelle que soit leur religion. Cependant, cette loi de séparation des églises et de l'État affirme que l'ensemble des lieux de culte, ainsi que leur mobilier, sont désormais propriété de l'État. Lorsque les inventaires de biens débutent, certaines communautés, appuyées par la papauté, s'opposent à ceci. Le gouvernement se résigne à considérer que le curé est bien l'occupant de son église, même s'il est occupant sans titre. La loi de 1905 est violemment dénoncée. L'extrême droite crie à la persécution, tandis que l'extrême gauche considère qu'elle ne va pas assez loin. Au final, cette loi entérine une laïcisation qui n'a fait que progresser depuis la Révolution française. Suite à la découverte de la trahison d'un officier français qui transmet des renseignements confidentiels à l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, le capitaine Dreyfus, qui est juif, est accusé de cet acte.
Il est reconnu coupable et condamné à la déportation en 1894 après avoir subi une dégradation militaire. Le véritable coupable, le commandant Esterhazy, est démasqué, jugé pour être finalement acquitté. Afin de sauver l'honneur, l'armée française fabrique des faux accusant Alfred Dreyfus. Émile Zola, écrivain et journaliste français, révolté par cette injustice, adresse une lettre ouverte au président de la République en 1898, parue dans le journal L'Aurore. Il y dénonce le complot et les mensonges entourant cette affaire. Comme prévu, il est poursuivi en justice pour diffamation, ce qui lui permet d'exposer les faits et la vérité. Cette affaire se transforme en véritable crise morale et politique, où l'antisémitisme de la société française se dévoile. Ce n'est qu'en 1906 que Dreyfus est réhabilité par le gouvernement. Si l'Espagne et le Portugal dominent la conquête coloniale en 1815, ce n'est plus le cas un siècle plus tard. En 1914, les deux grands empires coloniaux européens sont aux mains du Royaume-Uni et de la France. Chacun de ces États affirme l'importance vitale de la colonisation pour le maintien et le développement de sa puissance politique, économique et commerciale, ainsi que pour son influence mondiale. La Troisième République tient d'autant plus à sa politique coloniale qu'il est nécessaire de compenser la défaite de Sedan et la perte de l'Alsace-Lorraine. Jules Ferry, président du Conseil, prononce un discours à la Chambre des députés en 1885, résumant la position de l'État français face à la colonisation. Trouver des débouchés aux industries françaises, s'assurer des bases navales sur l'ensemble du globe, augmenter le prestige et l'importance du rayonnement français dans le monde. De même, à ses yeux, renoncer à la colonisation, c'est permettre aux autres nations de coloniser et d'accroître leur puissance face à la France. Jules Ferry évoque le devoir civilisateur des Européens auprès des populations coloniales, considérées comme inférieures. Georges Clemenceau répond à Jules Ferry en remettant en cause la prétendue supériorité de l'homme blanc et souligne le caractère inhumain de la colonisation. Cette condamnation est loin d'être unanime. La France se présente comme le pays qui apporte à des sociétés moins avancées le concours des Lumières, du développement scientifique et technique. Elle serait la nation qui libère des peuples de l'oppression. La plupart des puissances coloniales s'enorgueillissent de l'œuvre scolaire accomplie dans leurs empires respectifs. L'enseignement apparaît comme l'un des leviers de transformation des sociétés colonisées par les pouvoirs coloniaux. Cependant, si l'école permet de légitimer les métropoles, celles-ci se méfient. Elles craignent que des élites indigènes émergent. Aux yeux des empires coloniaux, il est indispensable de maintenir les indigènes dans une situation de subordination et de ralentir l'exode rural. En 1830, Charles X lance la France à la conquête de l'Algérie. L'Algérie devient une colonie mixte de peuplement avec une population européenne numériquement minoritaire et dépendante économiquement d'une main-d'œuvre indigène. En 1848, l'Algérie est divisée en 5 départements. La colonisation de l'Algérie s'accompagne de la confiscation d'une partie des terres appartenant aux populations locales au profit de l'État français et des colons. De nombreux avantages fiscaux et financiers sont octroyés aux Français désirant s'installer en Algérie. L'objectif est d'encourager le peuplement français de l'Algérie. En 1881 est promulgué le Code de l'indigénat. Celui-ci institutionnalise l'infériorité raciale, religieuse, politique et économique des populations colonisées, tout en organisant leur domination, leur contrôle et leur répression.
D'abord instauré en Algérie, le code de l'indigénat est étendu aux autres colonies. Une ségrégation raciale et spatiale vise à limiter au maximum les contacts entre Européens et indigènes. Les unions mixtes inspirent à la fois du mépris, mais aussi de l'inquiétude face à une possible contamination raciale et religieuse.